Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de RTI2. À présent, nous passons au titre. Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque, slogan de l'opération de déguerpissement initiée par le ministère de l'Urbanisme depuis le 5 juin. Un déguerpissement qui vivent difficilement les riverains des quartiers Clocha et Kennedy dans la commune d'Abobo. Et puis dans ce journal, nous irons à la découverte des singes sacrés de la forêt de Gbepleu, des singes qui ont fait de ce village situé à Mont dans l'ouest de la Côte d'Ivoire une destination touristique. Merci de nous suivre. Nous démarrons ce journal par notre rubrique du jour, Escale 225. À Gbepleu, un village situé à l'entrée de la ville de Mont, se trouve une scène peu ordinaire qui attire toujours l'attention des touristes. Les singes sacrés de la forêt de Gbepleu forcent le regard. Alors, comment vivent-ils? Comment se comportent-ils? De quoi vivent-ils? Pour découvrir ces primates atypiques, suivons ensemble ce reportage de Joël Gosset, Gilles Tonien et Ibrahima Guiré. Arthur est le guide de cette forêt sacrée de Gbepleu, un village du département de Mont situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est par des applaudissements que lui et ses collaborateurs appellent les singes de cette forêt. C'est l'heure du petit déjeuner. Ces primates vivent dans cette forêt sacrée de Gbepleu, une espèce forestière, arboricole, de Cercopithèque, appelée aussi monde de Condel. Ces singes, difficile de ne pas les remarquer. On les aperçoit tout de suite dans cette forêt sacrée juste à l'entrée de la ville. Ainsi, tout visiteur ou touriste de passage dans cette partie de la Côte d'Ivoire peut admirer ces primates un peu particuliers. C'est le cas de ces visiteurs qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire qui ont décidé de pratiquer le tourisme local, d'où leur présence dans la capitale des 18 montagnes. Quand je suis venu, on m'a dit qu'il y a des animaux ici, qu'on peut bien s'approcher d'eux. Donc je suis très content. Voici les animaux, mais moi-même j'enlève les bananes et je les donne main à main, donc ça me fait vraiment très plaisir. J'invite tous les Ivoiriens à visiter les sites touristiques parce que c'est nous-mêmes on peut développer ça. Voilà, si nous-mêmes on fait ça, à travers ça on peut appeler les autres aussi vont avoir le courage pour venir visiter aussi. Ces singes sacrés, il faut le souligner, ont une alimentation un peu spéciale. Chaque matin, on achète les bananes, on appelle les singes, ils viennent à côté de nous, on leur donne un peu et puis on les maintient comme ça, chaque jour que Dieu fait. On les maintient comme ça parce qu'on ne les rassasie pas. Parce qu'une fois ils sont rassasiés, on va beau les appeler maintenant, même s'ils sont dans les branches à côté de nous, ils ne vont pas sortir, ils ne vont pas descendre. Et là maintenant, on attend les visiteurs qui viennent. Quand ils viennent, on les fait descendre maintenant, les bananes. Oui, ils vont manger beaucoup, mais on les maintient quand même. Ces macaques mesurent environ 40 à 60 cm avec une queue longue de 50 à 75 cm. Leur poids varie entre 3 et 6 kg. Ils vivent en petits groupes. Ici, sur 100% des singes, il y a au moins 80% qui sont femelles. Et puis les 20%, ce sont des mâles. Donc, un mâle même là, actuellement, on peut avoir au moins 30, 20 à 30, au moins, pour un mâle. Chaque an se reproduit au moins 2 fois. Le mâle dominant a même sa préférée. Les signes qui font qu'on connaît la femelle préférée du mâle dominant sont que tous les singes qui sont là ont des différents yeux. Il y a d'autres, vous allez les voir, et ils ont des yeux rouges, d'autres ont les yeux jaunes, d'autres ont les yeux un peu limpides. Et elle, qui est la préférée du mâle dominant, elle est la seule que je connaisse d'abord qui a les yeux noirs. En plus de ça, elle a un point noir ici aussi, sur ses poils, à côté de son front ici. Tu la vois, tu n'as même pas tiqué dessus. Voilà, tu vas la reconnaître rapidement. Elle a les yeux noirs. Et puis elle est bien jolie. Voilà.
Guide de cette forêt sacrée, Arthur adore son métier et le vit avec beaucoup de passion. Ce métier, c'est un métier qui est passionnant, en tout cas. Le fait de causer toujours avec des visiteurs, que ce soit ivoiriens ou bien des Africains, mais des pays comme la France ou bien États-Unis, Brésil, tous ceux qui viennent ici, tu causes avec les jolis mousseaux et puis voilà. Et puis avec les blancs encore, c'est encore trop intéressant. C'est ma passion. Les singes, monde de Combelle, vivent dans des forêts primaires où la végétation est dense et la visibilité faible. Cette forêt située à l'entrée de la ville est donc adaptée pour cette espèce. Mais dans cette forêt, les mots de Combelle ne sont pas les seuls. Une autre espèce de primate, devenue aujourd'hui vieille, y vit. On a une deuxième race là qui est seule de sa race comme ça. Elle n'a pas de mâle ici, elle ne s'accouple pas. Nous sommes dans sa 18e année comme ça. Depuis 2004, elle est arrivée ici. Elle est Mungabé, ou singe vert. Les mots de Combelle participent au rayonnement touristique de la ville de Mans. La forêt sacrée de Beppleux et ses singes sont donc un joyau pour la ville aux 18 montagnes et même de tout le Tampi. Sollicitées par la chefferie du village, les autorités préfectorales du Tampi veillent sur ces primates. Elles ont décidé de baliser la forêt en vue de la protéger. Une légende raconte que dans la forêt de Beppleux aurait été enterrée la fille d'un roi en guise de sacrifice pour la prospérité des 18 montagnes. Le caractère sacré de ces singes serait-il lié à cette histoire? La question reste posée. Pour l'heure, ces primates profitent de la visite de leur hôte. Nous le disions en titre, après le démarrage samedi 5 juin 2022 de l'opération de déguerpissement placée sous le thème « Pour sauver ma vie », je quitte les zones à risque des populations des quartiers Mafia, Kennedy et Clodia de la commune d'Abobo éprouvent d'énormes difficultés à se recaser. Une réalité vécue ce vendredi 10 juin 2022 par nos reporters Yacouba Koulibaly et Afisiata Karamoko d'Osso. Abobo, Kennedy, Clodia, il est 13h40. Des murs détruits, des tas de gravier ça et là, des populations en plein déménagement. Des images tristes et insoutenables pour ces populations de la commune d'Abobo. Les habitants de ce sous-quartier de Kennedy-Cloecha, considérés comme une zone à risque, sont indignés. Sous un ciel nuageux, un octogénaire, propriétaire d'une cour commune, exprime son désarroi devant les décombres de sa réalisation, emporté par cette opération de déguerpissement. Depuis 80. Je vis dans ma maison depuis 1980. Il n'y avait pas de trou. Ces caniveaux ont été installés devant nous. La maison a un titre de propriété. Je n'ai pas été dédommagé. Où vais-je aller? Dans ce décor mélancolique, certains voisins généreux ont décidé de garder le mobilier des personnes déguerpies pour éviter des pillages. Comme ils n'ont pas de maison, on a pris les maisons, un barrage pour venir déployer chez moi. Moi ici. Elles sont nombreuses, ces populations touchées par ce déguerpissement. Une situation qui oblige les familles à vivre dans des endroits de fortune. Ce garage, par exemple, héberge une vingtaine de personnes. Autre site à risque du quartier Kennedy-Cloecha d'Abobo, même réalité. Ici à Mafia, de nombreuses bâtisses et celles de ce domaine démolies par les autorités en prévision des pluies diluviennes. Les délogés ne savent plus à quel saint se vouer. Aïchatou Traoré, 17 ans, vivait ici avec ses parents. Elle se souvient encore de cette triste journée qui a dispersé sa famille. Les policiers sont venus. Ils disent de sortir aujourd'hui. Ça ne m'a pas dit qu'il n'y a pas moyen de sortir. Les meubles et ustensiles chez les voisins. Son géniteur Siaka Traoré, 57 ans, polygame, père de 14 enfants en situation de handicap, vit en ce moment dans une chambre d'hôtel avec sa première épouse et 4 de ses enfants. Le temps pour lui de se trouver une nouvelle habitation pour réunir toute sa famille. Je suis malade, je suis infirme, je suis handicapé physique, j'ai perdu mes mêmes inférieurs. Donc je ne marche pas. Donc je n'ai pas de moyens, puis je n'ai rien à aller chercher une maison. Situation oblige, ses épouses, elles, sont déconnectées de leurs activités commerciales. Quand ils ont cassé la maison là, tout mon frigo là, tout s'est cassé. Ils ont volé tout, ils ont pris pour aller, je ne sais pas.
Ce sont plus d'une famille éprouvée par le désespoir et le souci de trouver un toit pour dormir suite à la destruction de leur loyer, qui aujourd'hui tendent la main aux personnes de bonne volonté en vue de les soutenir et leur apporter de l'aide. Un reportage commenté par Alessandra Boparguin. Si pour certains la saison des pluies est synonyme de chagrin, pour d'autres c'est l'occasion de se faire de l'argent. Dans la commune d'Adjamé, les commerçants de parapluies, de bottes et d'imperméables se frottent bien les mains en cette saison à Sita, Sogodogo, Bintou, Kone, Pekele. Nous sommes dans la commune d'Adjamé, plaque tournante du commerce en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. En cette saison des pluies, les parapluies imperméables et bottes sont prisés. C'est l'occasion pour les commerçants de se tourner vers la vente de ces articles. On a beaucoup de modèles pour les grandes personnes. Pour les enfants, on a deux modèles seulement. C'est les deux là qui fait pour les enfants. Sinon, pour les grandes personnes, il y a plusieurs de modèles. Irène a effectué les déplacements de Mans à Abidjan pour ses achats de parapluies en vue de satisfaire sa clientèle. En gros, il y en a des 1600. Ce qu'on prend à 1600, on peut revendre à 2000. Ce qu'on peut prendre à 1200 aussi, on peut vendre ça à 1500. Donc c'est comme ça, moi je fais, puis bon, un peu, je m'en sors dedans. La saison des pluies, un moment cadeau à Alassane. Son chiffre d'affaires grimpe fortement pendant cette période. Le temps de la pluie, ça sort bien. La saison de la pluie, je vais vendre pour 500 000, pour 400 000 comme ça. Contrairement aux bottes et aux parapluies, les imperméables se vendent timidement. Il y a un pantalon et puis il y a une robe et puis il y a pour les enfants. Comme il n'y a pas trop de pluie d'abord, ça ne sort pas trop. Ça sort un peu seulement. Par jour, je peux vendre 2, 3, 4. Sinon, si la pluie vient beaucoup, là, je peux vendre 10 par jour, mais 15. Parapluies, bottes et imperméables sont nécessaires en saison des pluies. Les populations ne manquent pas de s'en procurer pour être à l'abri des fortes averses qui s'abattent sur le district d'Abidjan. Au chapitre éducation, elles étaient toutes les deux élèves au collège privé Nanan et Badabongwa dans la sous-préfecture de Kotobi. Après avoir suivi normalement les cours durant l'année scolaire 2021-2022, malgré leur état d'élèves en grossesse, 2 jeunes filles décèdent des suites d'accouchement au mois de mai. Ironie du sort ou simple coïncidence, notre équipe de reportage composée de Clément Boko, Kader Bachil et Lassana Karamoko s'est rendue dans la région du Moronou pour en savoir davantage. Suivons-les. Né le 30 mai 2022 à Nguinou, dans la sous-préfecture de Bongwanou, ce petit garçon n'aura pas la chance de bénéficier de l'affection maternelle. Sa mère, Kwa Brou Rita Josiane Amandine, a perdu la vie quelques heures seulement après sa naissance. Elle était élève en classe de première D et avait 21 ans. Son grand-père Firmin revient sur cette journée tragique. Quand elle a commencé à avoir mal au ventre, on s'est rendu pour une première fois à la maternité. Il s'avérait qu'elle n'était pas à terme. C'est-à-dire, la femme n'était pas question d'accoucher. La salle lui a fait une injection, puis ils sont retournés à la maison ici. Après qu'elle a senti les douleurs, on a appelé la femme chez elle à la maison, puis elle est venue ici. Donc c'est ici que la fille a couché. Après l'accouchement, la salle est allée voir l'infirmier. Là, il a su qu'elle manquait du sang. Vers les 19h, l'infirmier a donné une autorisation pour qu'on l'évacue sur Bongwanou. C'est ce qui a été fait. Donc c'est vers les 22h par là, elle a passé un médicament pour aller chercher une poche de sang. C'est rendu où on doit produire du sang, puis à nos retours, c'est trop tard. Comme Rita, Marie, âgée de 16 ans et en classe de 4e, est décédée après son accouchement. Nous retrouvons sa famille dans le village de Nzanfouenou, à 2 km de la sous-préfecture de Kotobi. Sa maman est ma nièce. Ma nièce m'a appelé pour m'annoncer le décès. J'ai dit, mais c'est quoi? Elle m'a dit non, que c'est des suites d'accouchement.
que ce matin même, on l'a évacué à Bongwanou, sur conseil de la sage-femme. Et on est arrivé, ils ont dit qu'ils vont faire une césarienne. Et après, elle est décédée. La jeune élève laisse derrière elle une fillette d'à peine un mois, aujourd'hui à la charge de ses parents maternels. Bon, moi, je veux que, en tout cas, les gens à qui peuvent m'aider, ils n'ont qu'à m'aider. C'est tout ce que je demande. 2 jeunes filles dans la fleur de l'âge qui meurent en couche dans des conditions quasi similaires. Nous sommes allés chercher les causes à l'hôpital général de Bongwanou où elles ont rendu l'âme. Docteur Evie est le gynécologue obstétricien qui les a reçus. Quand elle est arrivée, on a réagi à la césarienne. Qui nous a permis d'extraire un nouveau-né vivant, mais qui était quand même en souffrance fétale. Lorsqu'on a fait une intervention, la patiente a présenté une désaturation avec la tension qui montait, qui oscillait entre 19 et 12. Elle est restée sur la table opératoire sous assistance respiratoire, ventilation assistée, et elle est décédée aux environs de 11h46. L'élève Kouabo est âgée de 21 ans. Elle a été reçue dans notre service le 35e mois 2022, aux environs de 19h48. C'est une patiente qui aurait accouché ce même jour aux environs de 17h à domicile et elle a présenté une hémorragie de la délivrance. Elle a été reçue dans notre service avec une tension à 10,5. Nous avons réalisé une numération qui est revenue avec un taux d'hémoglobine à 8,5. La dame avait des bonnes constantes et elle était en observation. Avec les chiffres tensionnels qui étaient quand même bons. Elle a vu le taux d'hémoglobine qui était à 8,5, mais elle ne présentait pas des signes tels que la dyspnée, les vertiges, les maux de tête. Donc, on se disait qu'elle était quand même stable. Donc, c'est dans environ 1 heure du temps après, elle a demandé à manger, elle s'est assise et après l'avoir s'est alimentée, elle s'est effondrée. Les parents des élèves décédés dénoncent une lenteur dans l'acquisition des produits sanguins. Non seulement il faut déplacer l'ambulance et arriver là-bas, ils vont te parler d'une poche de sang qui va coûter peut-être 15 000, soit 20 000, deux fois 20 000. Vous voyez, mais quand c'est comme ça ne nous donne pas nous autres le courage d'aller donner du sang encore. Décédés dans le même mois, les 2 jeunes élèves fréquentaient la même école, le collège privé Nana Eba d'Abongwa, à 6 km de Kotobi. Le conseil d'administration, encore sous le choc, multiplie les campagnes de sensibilisation avec les élèves en classe d'examen. Ouais, les jeunes filles, elles sont décédées. Est-ce qu'elles ont voulu mourir? Non. Mais les grossesses sont arrivées certainement trop tôt pour elles. Parce que la grossesse, mais il faut avoir la tête pour pouvoir supporter, accepter et supporter. Pour les élèves, les conditions de vie précaires des apprenants pourraient être à l'origine des grossesses précoces. Il y a des fois, quand on vient à l'école là, pour avoir à manger les matins, les déjeuners, il y a non pas donc, on se donne aux garçons pour pouvoir avoir à manger le matin. Rien que pour cette année scolaire, le collège Nana Eba d'Abongwa a enregistré 14 cas de grossesse, dont 2 décès en couche. Toutes nos sincères condoléances aux différentes familles éplorées. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.